Économie droit, module 2, la consommation, quel choix pour les ménages? Nous allons aborder le chapitre qui s'intitule « Quelles sont les principales tendances des ménages ?» Voici ce que nous allons voir. À la fin de ce chapitre, vous serez capable d'identifier les principaux postes budgétaires des ménages, de commenter l'évolution de la consommation des ménages, de repérer les différentes formes d'épargne. Et voilà les notions que nous allons aborder. Nous utiliserons des termes tels que le revenu disponible, les prélèvements obligatoires, la consommation, l'épargne, les postes et coefficients budgétaires, les dépenses préengagées et le crédit. Comme dans toutes nos études, nous avons une nouvelle situation professionnelle. Vous êtes conseiller ou conseillère clientèle dans l'agence bancaire Société Générale à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Soumis à des objectifs commerciaux, vous utilisez vos talents de persuasion pour vendre de nouveaux produits ou conquérir des clients. Votre responsable clientèle, Éric Touille, étudie les tendances de consommation des ménages afin d'ajuster au mieux les offres de la Société Générale aux besoins de sa clientèle. Pour mieux comprendre cette situation, il vous demande de réaliser un diaporama destiné aux salariés qui explique les tendances de consommation des ménages ces dernières années. Étudions d'abord la question principale. Quelles sont les principales tendances de consommation des ménages? Le terme « tendance », c'est l'évolution perceptible d'un phénomène sur une longue durée. Le terme de consommation, c'est l'action d'utiliser ou de détruire, immédiatement ou progressivement, des biens et des services, par exemple un yaourt, un ordinateur, dans le but de satisfaire un besoin. Le terme ménage, c'est l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes ne soient nécessairement unies par des liens de parenté, en cas de cohabitation par exemple. Un ménage peut être composé d'une seule personne. Si l'on reformule donc la problématique, on pourrait ainsi proposer quels choix de consommation peuvent faire les ménages. Quelles sont les principales tendances de consommation des ménages? Mission 1. Identifier les revenus des ménages. Éric Touille vous charge d'analyser les différents revenus des ménages de l'agence bancaire. Activité numéro 1. Quels sont les revenus primaires et secondaires? Document 1. Les principaux revenus des ménages. Alors nous allons distinguer deux grandes catégories de revenus. Donc vous voyez que notre document ici se décompose en deux branches. Nous avons d'une part ce que l'on appelle les revenus primaires et de l'autre part les revenus secondaires. Et ces deux branches constituent les principaux revenus des ménages. Les revenus primaires sont liés à une participation des ménages au processus de production. Il existe trois types de revenus. Les revenus du travail, comme le salaire. Les revenus de la propriété et ou du capital. Ce sont des revenus financiers et des revenus locatifs. Et enfin, les revenus mixtes, destinés aux entrepreneurs, ceux qui travaillent à leur compte. Ce sont les bénéfices de l'entreprise et la rémunération de leur travail. En ce qui concerne les revenus secondaires, il s'agit des revenus de transfert correspondant aux prestations sociales versées par un organisme public ou par l'État en fonction de la situation particulière du ménage. Par exemple, une pension de retraite, les allocations familiales ou encore la prime d'activité. Ces revenus de transfert proviennent des impôts et des prélèvements obligatoires. Question 1. Repérez les différents revenus des clients de l'agence bancaire en les surlignant de couleurs différentes. Donc nous avons trois colonnes, type de famille, ensuite les revenus par mois, et enfin les types de revenus. À la première ligne, nous avons la famille Antunes, composée du père Gilles, de la mère Élise et de leurs trois enfants. Quels sont leurs revenus?
Le père est salarié dans une entreprise informatique et perçoit un revenu mensuel de 2300 €. Élise, sa femme, est invalide et ne peut travailler. Elle perçoit une pension d'invalidité mensuelle de 885 €. Avec la prise en charge de leurs 3 enfants, la famille touche 299,20 € de prestations familiales par mois. Les types de revenus, revenus primaires ou salarial, revenus secondaires ou de transfert, revenus secondaires ou transfert. À la ligne suivante, nous avons la famille Esteban, composée de Flora et de sa compagne Lydie. Flora est chef d'entreprise et perçoit un revenu égal à 4 500 €. Quant à Lydie, elle fait louer ses 3 appartements à 850 € chacun. Les types de revenus sont des revenus mixtes et des revenus de la propriété. Donc repérez les différents revenus des clients et surlignez-les de couleurs différentes. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Alors on voit ici par exemple si on regarde la famille Antunes, le revenu primaire, c'est le salaire. Donc il correspond au revenu du père, c'est le revenu mensuel de 2300 €. Un revenu secondaire, un revenu de transfert, donc ce sont des prestations qui sont versées suite aux différentes cotisations, prélèvements que nous payons, en tout cas quand nous travaillons. Donc nous avons Élise, la mère, qui reçoit une pension d'invalidité pour un montant de 885 €. Donc c'est un revenu de transfert, mais grâce à leurs enfants, ils reçoivent aussi des prestations familiales pour 299,20 €. C'est également un revenu de transfert ou revenu secondaire. Quant à la famille Esteban, nous avons un revenu mixte de la chef d'entreprise qui est égal à 4 500 €, donc c'est pour Flora. Et Lydie, qui ne fait que louer ses appartements à 850 € chacun, ce sont des revenus de la propriété, donc des revenus locatifs. Activité 2. Quels sont les liens entre prélèvement obligatoire et redistribution? Lors de vos recherches concernant les revenus de vos clients, vous vous arrêtez sur la notion de prélèvement obligatoire. Document numéro 2. Les prélèvements obligatoires. Il désigne tous les versements, impôts plus cotisations sociales, effectués par des personnes physiques, les particuliers, ou morales, les entreprises, aux administrations publiques pour financer leurs dépenses. Exemple de prélèvement, l'impôt sur le revenu, la CSG, la TVA, l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales prélevées sur les salaires, la taxe d'habitation et la taxe foncière sont, par exemple, inclus dans les prélèvements obligatoires.
À quoi servent les prélèvements obligatoires? Ces prélèvements permettent de financer les administrations publiques, c'est-à-dire l'État, la sécurité sociale, les collectivités locales, ainsi que divers organismes. Près de 85% d'entre eux sont destinés au financement de la sécurité sociale et de l'État. Seuls 0,2% sont destinés à des fonds gérés par l'Union européenne. Quelques définitions. La CSG, contribution sociale généralisée, c'est un impôt destiné à participer au financement de la protection sociale. Qu'appelle-t-on cotisation sociale? Ce sont les versements obligatoires à la sécurité sociale qui sont destinés à la protection des salariés. Regardons une vidéo. À quoi servent les prélèvements obligatoires? L'info éco à présent avec vous, Line Rifaille. Bonjour Line. Bonjour Pauline. On va parler avec vous, Line, ce matin du mouvement des Gilets jaunes. On a beaucoup entendu dans les manifestations de ces 2 dernières semaines un ras-le-bol fiscal exprimé d'une façon ou d'une autre par les manifestants, et la France étant présentée comme la championne du monde en la matière. Alors d'abord Line, de quoi parle-t-on quand on parle de prélèvements obligatoires ici en France? Alors quand on parle des prélèvements obligatoires, on parle de l'ensemble des taxes, des impôts et aussi des cotisations sociales qui sont prélevées tous les ans par l'État en France. L'année dernière, en 2017, on a franchi le seuil symbolique, vous le voyez, des 1 000 milliards d'euros. Alors cette somme provient en particulier de plusieurs sources et notamment les cotisations sociales qui sont prélevées donc sur les salaires. Arrive par la suite, vous le voyez, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est donc prélevée sur les biens et services de consommation. Ensuite, la CSG, la contribution sociale généralisée prélevée sur les revenus du travail et du capital. Loin derrière, l'impôt sur le revenu, puis l'impôt sur les sociétés, la taxe foncière et enfin la taxe sur les produits pétroliers. La tendance a-t-elle toujours été à la hausse de ces prélèvements obligatoires en France ? Alors, il y a 2 choses à voir sur ce graphique, notamment Pauline. D'abord, si on regarde la tendance longue, c'est-à-dire de 1960 à 2017, eh bien oui, il y a une nette hausse des prélèvements obligatoires en France. On est passé de 1960 à peu près 30,3% du PIB de prélèvements obligatoires à 45,3% en 2017. Puis après, il faut distinguer les tendances. Dans les années 70, on va observer une nette hausse qui va se poursuivre jusqu'en 1985. Et puis également autour des années 90, puis vous allez le voir, un ralentissement autour des années 2000, voire une baisse des prélèvements obligatoires qui vont reprendre autour de 2009-2010 avec la crise économique et financière mondiale. La tendance ces dernières années est donc à une hausse qui devrait toutefois ralentir, voire baisser dès le début de l'année prochaine. Alors on dit souvent précisément que la France est la championne du monde des prélèvements obligatoires, ce qui expliquerait en partie la colère des Gilets jaunes aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ? Alors, il faut faire attention aux comparaisons internationales. D'abord, si on compare les pays du monde et notamment les économies riches de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, on voit qu'en tête arrivent la France et le Danemark avec plus de 45% du PIB de prélèvements obligatoires. C'est bien plus que l'OCDE avec un taux à 34% et bien au-dessus que la première économie du monde à 26%. Toutefois, il faut vraiment faire attention à ce que l'on compare parce qu'il s'agit ici de données brutes, alors que les prélèvements obligatoires ne vont pas financer la même chose d'un pays à l'autre. Par exemple, aux États-Unis, les dépenses de santé sont financées de manière privée, c'est-à-dire que chaque ménage américain va en moyenne dépenser tous les mois 16% de son budget en dépenses de santé. Également, les dépenses pour les études, notamment les études universitaires, sont donc prises en charge par les ménages et cela représente même pour les universités publiques donc plus de 10 000 voire davantage dollars par an. Alors, pour revenir à la France, quels sont les services que l'on finance grâce aux impôts, grâce aux prélèvements obligatoires ? Je donnais tout à l'heure l'exemple des États-Unis. Donc, en France, c'est notamment l'éducation nationale, donc, qui est publique et qui est financée par donc les prélèvements obligatoires. Par exemple, une scolarité pour un élève en France va coûter sur les 15 années de scolarité 120 000 euros. On ne s'en rend pas compte forcément, Pauline, puisque l'éducation nationale est gratuite. On ne sort pas l'argent directement de sa poche. C'est en moyenne 8 500 euros par an et par élève. Et puis, si on regarde aussi du côté des études universitaires, d'un cursus donc
universitaire qui est aussi prise en charge par l'État en grande partie. Ça serait environ plus de 50 000, 56 000 donc, euros pour l'ensemble du cursus. Une partie est prise en charge par les étudiants, mais une grande partie aussi par l'État. Et puis, il ne faut pas oublier les autres dépenses de santé, également les retraites et donc les dépenses d'assurance chômage qui sont prises en charge également par l'État en France. Voilà, c'est le principe de la redistribution. Je paye des impôts, je paye des taxes et à la fin, tout le monde est censé en profiter. Comment expliquer alors ce sentiment d'injustice fiscale ressenti par beaucoup de Français aujourd'hui? Alors, comme vous le dites, le système français est largement redistributif. Pourtant, il y a un sentiment que tout le monde ne profite pas de la même façon de ce système redistributif. Les explications qui sont parfois citées, c'est le fait que dans les zones rurales et les petites villes, il y aurait un plus grand sentiment d'injustice fiscale. Par exemple, plus de 60% des habitants de ces zones-là penseraient qu'ils payent trop d'impôts contre moins de 40% en région parisienne. Alors certains l'expliquent par le fait que les services publics sont parfois éloignés dans ces zones-là. Parfois, il faut faire plusieurs dizaines de kilomètres pour arriver à un médecin, à un hôpital ou parfois à une école même. Et puis, il y a l'autre idée selon laquelle il y aurait de moins en moins d'impôts progressifs. On en parlait tout à l'heure, on a vu que l'impôt sur le revenu, qui est un impôt progressif, c'est-à-dire plus on gagne de l'argent, plus on va payer donc de l'impôt, cet impôt arrive loin derrière les autres sources de prélèvements obligatoires et notamment la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe qu'on paye sur la consommation. Si vous allez au supermarché, que vous soyez riche ou pauvre, vous allez payer le même pourcentage de taxes. Et donc, de cela vient aussi ce sentiment d'injustice que l'on observe en France. Merci beaucoup, Lynn, pour cette mise au point importante dans ce contexte politique. On l'a rappelé. Document numéro 3. La redistribution. Le système de redistribution des revenus, organisé en France, consiste à redistribuer, chaque année, près de la moitié de la richesse nationale créée pour le reverser par la suite sous forme de prestations monétaires ou de services publics tels que les écoles, la santé, la construction et l'entretien des routes, par exemple. Cette orientation de l'État répond à la fonction de justice sociale de l'impôt. Ces dépenses sont de deux ordres. Tout d'abord, les prestations sociales permettent de réduire les conséquences de certains risques sociaux, la vieillesse et la survie, la santé, la maternité et la famille, l'emploi, les problèmes de logement et la menace d'exclusion sociale. Il existe des prestations en espèces, comme le RSA, le revenu de solidarité active, ou l'allocation chômage, et des prestations en nature, qui sont des biens et des services fournis par l'administration publique, comme l'aide personnalisée au logement. D'autre part, il y a les services collectifs, les services non marchands fournis par les administrations publiques. Ils peuvent être liés à la protection sociale, par exemple réduction des billets de transport, ou non liés, comme l'école. Question 3. Que représentent les prélèvements obligatoires? Question 4. Précisez le lien que vous faites entre prélèvement obligatoire et redistribution. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. Que représentent les prélèvements obligatoires? Eh bien, à partir des documents et de la vidéo que nous avons lus, les prélèvements obligatoires représentent l'ensemble des impôts et des cotisations sociales prélevés par les administrations publiques et les institutions européennes. Question 4. Le lien entre prélèvements obligatoires et redistribution. Tous les prélèvements effectués sur les agents économiques représentent les outils de la redistribution. En effet, cette redistribution permet d'aider la population à faire face aux risques sociaux et lutter contre la pauvreté. Question 5. Identifiez, grâce aux définitions proposées dans le tableau ci-dessous, les risques couverts par les prélèvements obligatoires, à savoir le RSA, la santé, la famille et la vieillesse. Donc voilà les 4 risques qui nous sont proposés. Lisons ensemble les définitions pour retrouver quel est le risque couvert. Première ligne. Ensemble d'institutions qui ont pour fonction de protéger les individus des conséquences de divers événements ou de situations, généralement qualifiés de risques sociaux. Deuxième ligne. Dispositif d'accompagnement social et professionnel pour faciliter l'accès à l'emploi ou consolider les capacités professionnelles de ceux qui sont sans activité ou qui ne tirent de leur activité que des ressources limitées. Troisième ligne, allocation pour les jeunes enfants et l'essentiel des aides au logement. Dernière ligne, pension de base, complémentaire, d'invalidité, de dépendance pour personnes de 60 ans et plus, allocation minimum vieillesse, pension de réversion, de veuve. Allez-y, retrouvez donc les risques couverts. Parmi le RSA, la santé, la famille et la vieillesse, c'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Eh bien, la première définition, il s'agissait donc du risque de la santé. Protéger les individus des conséquences de divers événements ou de situations généralement qualifiées de risques sociaux. Deuxièmement, c'est le RSA, le revenu de solidarité active, donc pour ceux qui ont des difficultés à l'emploi ou qui nécessitent de consolider leur capacité professionnelle et qui ont vraiment des ressources très limitées. La troisième ligne, pour les aides au logement ou les jeunes enfants, c'est tout ce qui va concerner les risques de la famille. Et enfin, le dernier, bien évidemment, pour les personnes de 60 ans et plus, ça concerne le risque de vieillesse. Activité 3. Revenus disponibles. Quel choix entre consommation et épargne? Après avoir bien assimilé les notions sur les prélèvements obligatoires et la redistribution, vous êtes amené à calculer le revenu disponible des familles Antunes et Esteban. Définition. Le revenu disponible. C'est le revenu dont dispose un ménage afin de consommer ou d'épargner. Il se calcule de la façon suivante.
nous prenons les revenus primaires moins les prélèvements obligatoires plus les revenus secondaires. Regardons d'abord la vidéo sur le revenu disponible. Le revenu disponible est en fait celui que l'on peut réellement utiliser après avoir effectué quelques calculs. Les revenus primaires sont de 3 types. Tout d'abord, il y a le revenu travail, ensuite le revenu du capital et ensuite les revenus mixtes. Les revenus du travail correspondent à un seul type de revenu. En réalité, c'est le salaire. Le salaire correspond à l'argent qu'on va recevoir en contrepartie du travail fourni. L'employeur va donc verser en contrepartie à tous ses salariés une rémunération, donc un salaire, donc de l'argent. Les revenus du capital, aussi appelés revenus du patrimoine, sont par exemple les loyers reçus si le ménage dispose d'autres maisons qu'il loue à des particuliers, les intérêts ou encore des dividendes si le ménage dispose également d'actions. Pour arriver aux revenus disponibles, il faut partir des revenus primaires. On va donc soustraire les impôts et les cotisations. Les impôts sont des prélèvements obligatoires. Les cotisations, quant à elles, correspondent à ce que l'on va verser pour la sécurité sociale, le chômage, la maladie, la maternité. Ce sont des cotisations souvent sociales. Ensuite, il faut ajouter les prestations sociales. Les prestations sociales, entendez par prestations sociales allocation chômage, familiale, allocation de logement, etc. Une fois que les impôts et les cotisations ont été soustraits des revenus primaires et que l'on a ajouté d'éventuelles prestations sociales, il nous reste le revenu disponible. Le revenu disponible est donc la partie des revenus primaires qu'ils peuvent réellement être utilisés pour une consommation éventuelle. Mais pouvons-nous dire que les revenus disponibles correspondent au pouvoir d'achat ? Question 6. Calculer le revenu disponible des deux familles. Donc nous avons dans la première colonne les différents types de revenus, revenus de travail, revenus de la propriété, revenus mixtes, revenus de transfert, et ensuite nous indiquons pour chacune des familles l'impôt et les prélèvements obligatoires. Cela vous permettra donc, grâce à la définition, de pouvoir calculer le revenu disponible pour la famille Antunes et pour la famille Esteban. Retrouvez les informations que nous avons vues dans l'activité numéro 1 à la question numéro 1. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
correction. Alors, pour la famille Antunes, elle a des revenus du travail. C'est le père qui travaille et qui reçoit 2300 € bruts de revenus mensuels. Ils n'ont pas de revenus de propriété, ils n'ont pas de revenus mixtes, ils n'ont pas d'appartement en location, ils n'ont pas d'entreprise. Et en revanche, ils ont des revenus de transfert. Il y a la pension d'invalidité de la mère Élise pour 885 € et les allocations familiales pour 299,20 €. Donc, ils ont un total de revenus de transfert de 1184,20 €. On nous indique que les prélèvements obligatoires et impôts sont un montant de 60,51 € que l'on va donc déduire. Donc, pour trouver le revenu disponible, on ajoute les revenus primaires, 2300 €. On peut tout de suite rajouter les revenus secondaires, plus 1184,20 €, et on enlève les prélèvements obligatoires, donc moins 60,51 €, ce qui nous donne un revenu disponible de 3423,69 €. Pour la famille Esteban, elle n'a pas de revenus de travail, elle a des revenus de la propriété, avec la location des 3 appartements, donc ce qui nous fait un total de 2550 €. Les revenus mixtes de Flora, chef d'entreprise, donc pour 4500 €. Ils ont des prélèvements obligatoires et impôts qui sont plus élevés, moins 640,32 €. Et donc, de la même manière, on additionne les revenus primaires et les revenus secondaires, dans ce cas-là, il n'y en a pas. On retranche les prélèvements obligatoires et la soustraction nous donne 6409,68 €. Voilà donc le revenu disponible pour chacune des deux familles. Votre tuteur vous demande d'observer le niveau de vie selon le type de famille afin de situer les catégories populaires, moyennes et aisées en fonction de leurs revenus ainsi que la taille du ménage. Document 4. Les niveaux de vie selon le type de famille. C'est un document qui vient de l'Observatoire des inégalités d'après l'INSEE. Les données datent de 2016 et elles sont indiquées après impôts et prestations sociales. Donc, sur l'axe des ordonnées, nous avons des montants en euros mensuels, et sur l'axe des abscisses, nous avons une catégorisation des ménages. Personnes seules, famille monoparentale, couple sans enfants, et après, avec enfants. Et nous distinguons des tranches de revenus, on nous dit catégorie aisée, en noir, classe moyenne en vert, et catégorie populaire en bleu. On nous indique 2 seuils, en rouge ce qu'on appelle le seuil de richesse, et en rose le seuil de pauvreté. Donc regardez d'abord bien ce graphique, et ensuite nous allons pouvoir répondre à la question. Question 7. À l'aide du graphique, catégorisez les familles populaires, moyennes et aisées en fonction de leurs revenus en complétant le tableau suivant. Donc à partir du graphique que nous venons de voir, regardez bien toutes les informations. Donc on vous fournit dans la colonne de gauche le seuil de revenus, depuis la personne seule jusqu'au couple avec 3 enfants ou plus. Vous devez déterminer les montants pour chacune de ces catégories pour la colonne catégorie populaire, les montants de revenus pour la catégorie moyenne, et les montants de revenus pour la catégorie aisée. Question 8. Situez les familles Antunes et Esteban. Regardez donc bien les revenus disponibles que nous avons calculés précédemment. Question 9. Expliquez les raisons des écarts de revenus entre les familles Antunes et Esteban. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. Question 7. Alors, à l'aide du graphique, on va regarder d'abord la première colonne, la catégorie populaire. Il s'agit donc de la courbe en bleu. Alors, on nous indique seuil 30%, donc 30% inférieur par rapport au revenu médian. Donc, en lisant bien notre graphique, il suffisait simplement de reprendre les catégories sur l'abscisse et de reporter les montants qui nous sont indiqués. Donc, une personne seule a un revenu mensuel de 1265 €, une famille monoparentale de 1654 €, un couple sans enfant 2468 €, un couple avec un enfant 2954 €, le couple avec 2 enfants 3302 €, le couple avec 3 enfants ou plus 3048 € de revenus mensuels. Voilà pour la catégorie populaire. Maintenant que nous avons compris la technique, changeons de courbe pour remplir les autres catégories. La catégorie moyenne, il fallait donc regarder la courbe en vert, qui est également le revenu médian. Donc, dans l'ordre, il fallait donc reporter 1563 €, 2063 € pour la famille monoparentale, 3036 € couple sans enfant, 3593 € couple avec un enfant, 3998 € couple avec 2 enfants, et 3855 € pour un couple avec 3 enfants ou plus. Et enfin, la dernière catégorie, les classes aisées, c'est donc la courbe noire. Donc de la même manière, on reprend tous les chiffres indiqués. Donc dans l'ordre, 2275 €, 3001 €, 4423 €, 5023 €, 5743 € et 5643 €. Voilà comment est-ce que l'on peut distinguer les catégories de familles en fonction de leurs revenus. Situer les familles Antunes et Esteban. Eh bien, la famille Antunes est dans la catégorie moyenne. Elle avait un revenu disponible de 3423 €. C'est un couple avec 3 enfants. Et la famille Esteban est dans la catégorie aisée. Elle avait un revenu disponible d'environ 6400 €. Et c'est un couple sans enfants. Question 9. Expliquez les raisons des écarts de revenus entre ces deux familles. La famille Antunes perçoit des revenus modestes, tels que le salaire, la pension d'invalidité et les prestations familiales, tandis que la famille Esteban a des revenus de la propriété qui s'ajoutent aux revenus du travail. En analysant les comptes de vos clients, vous vous apercevez que leur revenu disponible permet soit de consommer, soit d'épargner. Document 5. Les Français consomment et placent leur argent dans l'immobilier. Ces tendances se retrouvent très concrètement dans les chiffres. Depuis 2009, le revenu disponible brut des Français, c'est-à-dire les ressources à disposition pour consommer et épargner une fois payés les impôts directs comme l'impôt sur le revenu, a progressé de près de 12%, la consommation de plus de 14% et l'épargne a reculé de 2,1%. Ce recul est le résultat de deux tendances diamétralement opposées. L'effondrement de l'épargne financière, moins 27,2%, c'est-à-dire la partie directement disponible sur les comptes bancaires ou investie dans des produits financiers, et l'envolée de l'investissement logement, plus 17,1%, en faisant abstraction des entrepreneurs individuels. C'est un premier enseignement. Fondamentalement, le cœur de l'arbitrage des ménages n'est pas entre épargne et consommation, mais entre l'épargne financière et l'investissement logement. Regardons la vidéo « Les Français épargnent moins et consomment plus ». De moins en moins fourmis, de plus en plus cigales. Les Français auraient muté avec la crise, comme le suggère la tendance à la baisse de la part des ménages jugeant qu'il est opportun d'épargner. Le solde d'opinion correspondant est ancré en dessous de sa moyenne de long terme depuis 3 ans maintenant, un record depuis le début des années 90. En face, l'opportunité de faire des achats importants plane au-dessus de sa tendance de longue période depuis près de 3 ans aussi.
Et si les ménages ont décidé d'épargner moins et de consommer plus, ce n'est pas forcément faute de moyens. C'est aussi un choix. Car après s'être fortement détérioré pendant la crise, le jugement des ménages sur leur capacité d'épargne s'est restauré et se situe à quelques accros près au-dessus de sa moyenne de longue période depuis 2012. Ces tendances se retrouvent très concrètement dans les chiffres. Depuis 2009, le revenu disponible brut des ménages, c'est-à-dire les ressources à disposition pour consommer et épargner une fois payés les impôts directs, comme l'impôt sur le revenu, a progressé de près de 12%. La consommation de plus de 14%. L'épargne, elle, recule de 2,1%. Ce recul de l'épargne est néanmoins à préciser, car c'est le résultat de deux tendances diamétralement opposées. Celui de l'effondrement de l'épargne financière, moins 27,2%, c'est-à-dire de la partie directement disponible sur les comptes bancaires ou investie dans des produits financiers, et l'envolée de l'autre composante, c'est-à-dire en faisant abstraction des entrepreneurs individuels, de l'investissement logement, plus 17,1%. C'est même plus rapide que la progression de la consommation. C'est un premier enseignement. Fondamentalement, le cœur de l'arbitrage des ménages, ce n'est pas entre épargne et consommation. C'est entre, d'un côté, une épargne financière sacrifiée, et de l'autre, un investissement logement plébiscité et une consommation préservée. 4 facteurs sont au cœur de ces évolutions. L'attachement des Français pour l'immobilier, la faiblesse des taux d'intérêt, le contre-coup de la diète supplémentaire que les ménages s'étaient imposés pour constituer une épargne de précaution pendant la crise, et enfin, le gonflement des dépenses préengagées. Selon une étude de la société de gestion d'actifs américaine Legg Mason, près d'un quart des Français estiment qu'investir dans l'immobilier est le meilleur choix d'investissement qu'ils ont fait au cours des 10 dernières années. C'est le chiffre le plus élevé en Europe. Et ce n'est donc pas un hasard si l'immobilier représente près de 29% de l'actif brut des ménages. Un immobilier perçu comme une valeur refuge dans des temps risqués. Deuxième élément à intégrer, la faiblesse des taux d'intérêt. Elle joue à 2 niveaux. 1. Elle facilite les acquisitions dans l'immobilier, notamment celles des primo-accédants. 2. L'épargne ne rapportant plus rien, les Français ont pioché dedans pour consommer. D'autant plus qu'avec la crise, ils avaient accumulé des réserves et reconstitué ainsi une épargne de précaution. En 2009, les Français avaient accru leur encours de placement financier de 1 374 € en moyenne, un record depuis la fin des années 90. Et c'est dans cette cagnotte qu'ils ont puisé par la suite. Dernier élément, la montée des dépenses préengagées dans la consommation, c'est-à-dire de toutes ces dépenses réalisées dans le cadre d'un contrat difficilement renégociable à court terme. Elles sont en forte progression et ce sont des dépenses difficilement compressibles, un socle quasi permanent de consommation. Avec la crise, les Français sont devenus un peu plus cigales, certes, mais des cigales prudentes, qui ne jurent que par l'immobilier et qui se détournent encore des placements risqués. Question 10. Indiquez pourquoi les Français n'épargnent plus autant qu'avant 2009. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. L'attachement des Français pour l'immobilier, la faiblesse des taux d'intérêt, le contre-coup de la diète que les ménages s'étaient imposés pour constituer une épargne de précaution pendant la crise, et le gonflement des dépenses préengagées sont autant de raisons qui font que les Français n'épargnent plus autant qu'avant 2009. Synthèse de la mission. Donc, le ménage dispose de revenus primaires et de revenus de transfert. Les revenus primaires, ce sont les revenus d'activité, comme les salaires, les traitements, les primes. Les revenus de la propriété, des dividendes, des loyers, des plus-values, et des revenus mixtes pour les travailleurs indépendants. On les ajoute aux revenus de transfert, l'assurance, assurance chômage, retraite, maladie, les revenus d'assistance, tels que le RSA, les bourses, les allocations pour handicapés, qui sont financés par les cotisations sociales pour l'assurance et les impôts et taxes pour la partie assistance. Et on va retrancher ça avec les prélèvements obligatoires, donc les impôts, les taxes et les cotisations sociales, et la différence nous donne le revenu disponible brut. Les ménages pourront l'utiliser soit pour leur consommation, soit pour leur épargne.